Donc je vous ai dit les amis, ce soir j'ai l'honneur et l'avantage d'inviter et de recevoir Monsieur Klaus Castellano. Klaus Castellano, bonsoir. Pour son dernier livre, le voilà. Écoute, pour commencer, je vais te laisser présenter ton ouvrage et puis ensuite on devisera en bonne compagnie. Alors, je vais te lire le 4e de couverture. C'est toujours très bien, oh, c'est parfait. Ok. Ali Boubou, écrivain à succès qui se targue d'avoir recueilli les confessions de 77 serial killers, est plongé dans la tourmente. Le 4e orifice, un mystérieux collectif d'enquêteurs du web, expose les uns après les autres les nombreux mensonges sur lesquels il a bâti sa carrière. Comment notre valeureux expert interstellaire va-t-il défendre son honneur? Quel secret inavouable cache-t-il au fond de ses archives? Comment va-t-il tenter de camoufler les traces de l'une des plus grandes impostures littéraires de ces 30 dernières années? Dans cette farce inspirée d'événements réels, Nicolas Castelot retrace avec cynisme la dérive d'un chouchou des médias devenu en quelques mois la risée des réseaux sociaux. Dur à dire ça, la risée des réseaux sociaux. C'est un exercice, il faut le faire avec des cailloux dans la bouche. Ouais. Grâce à la persévérance, je vais y arriver, de férus de faits divers en quête de vérité. Eh ben voilà, t'as tout dit. Voilà. Alors moi j'ai pas eu l'honneur de lire la 4e de coup, vu que j'ai lu ton livre en PDF, donc forcément oui. j'ai été lésé. Donc t'as bien résumé, mais je pense que vous aurez compris, pardon, chers spectateurs abonné, comme dirait l'autre, de qui Nico veut parler dans son livre. Moi, je l'ai lu le week-end dernier ou en début de semaine, je sais plus. Enfin, j'ai terminé là. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est fort bien écrit, c'est très drôle, c'est une espèce de farce pamphlétaire comme je les aime beaucoup. Très irrévérencieuse, avec des choses qui m'ont sur lesquelles j'ai rigolé avec honte quand même. J'avoue qu'il y a des choses... T'as honte de rigoler quand tu les lis, mais j'étais fort content, et surtout que il y a des passages, je vais pas divulgacher ce qu'il peut y avoir dans le livre, mais il y a des passages sur les plaisirs personnels que s'auto-administre notre cher Ali qui m'ont fait bien rigoler, parce que depuis le jour où j'ai vu sa tronche pour la première fois, je me suis toujours dit, ce mec doit faire des trucs dans son placard. Un jour, on va le retrouver pendu à un cintre, oui. J'ai mis des images, en fait, tout simplement, sur ce qui se dégage du personnage public. Donc, j'ai essayé d'explorer un peu ce qui pouvait se cacher aussi dans le privé. Alors ça, c'est la première partie du bouquin. Tout à fait. Qui parle d'Ali Boubour. Et Ali Boubour, et je le précise bien, c'est un personnage, d'accord? C'est un personnage librement inspiré d'un personnage réel. Voilà, et encore, on n'est pas sûr, hein, parce que ça me fait penser à personne, a priori. C'est vraiment un personnage de fiction, quoi. Exactement, on peut, voilà. Alors, il faut expliquer un peu la genèse du livre d'abord. Pourquoi m'est venue cette idée? Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on est dans la sphère un peu crème, quand on est auteur, quand on connaît les coulisses du truc et les coulisses de l'édition, on savait, à se cacher, la vérité du personnage. On savait tous que voilà, certaines de ces histoires n'étaient pas vraiment vraies, on va dire ça comme ça. Et ça ne datait pas de 2019, je crois que c'est 2020 quand ça a été divulgué, tout ça, mais bien avant. Il y a avant 4e œil, donc le collectif qui a lancé toute une série de vidéos sur YouTube début 2020, à partir de janvier 2020, pour à chaque fois se focaliser sur une ânerie ou un mensonge dit par le personnage en question. Bien avant ça, il y a eu d'autres émissions, il y a eu d'autres groupes qui se sont formés, etc., pour remettre en question les exploits de ce personnage, on va dire. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas inconnu, disons. Donc, quand c'est arrivé,
On savait tous que ça allait tomber sur la gueule, en gros. Et l'idée d'écrire le livre m'est venue dès les premières vidéos. Je me suis dit, ah là, il faut faire un truc. Parce qu'on ne savait pas encore si ça allait prendre ou pas. Donc, j'étais en lien avec 2 personnes du collectif dès le début, et même avant, parce qu'ils m'avaient contacté pour, comme je l'explique dans le livre, ils m'avaient contacté pour confirmer des informations. Parce qu'eux, ils avaient des informations de leur côté, mais ils voulaient évidemment savoir si ce qui se disait était vrai, évidemment. Et en plus, j'étais en lien avec un personnage clé de cette histoire qui est Sandra London. Alors, pour expliquer qui Oui, vas-y, explique comme ça. Bon, on va reprendre là aussi depuis le début. Sandra London, c'est une journaliste, écrivain américaine qui a sorti le livre de Gérard Schaeffer dans les années, tout début années 90, Killer Fiction. Et en français, ça avait été publié en 93 par un éditeur sous format poche, sous le titre Journal d'un tueur. Et Sandra London, donc, qui était un peu l'interlocuteur de Gérard Schaeffer en prison avec les journalistes qui venaient l'interviewer. Il se trouvait qu'elle s'occupait aussi, elle faisait un peu l'attachée de presse, si tu veux, de Otis Toole. Et un jour, elle a été approchée par une équipe française d'FR3 pour organiser, si tu veux, faire le lien entre cette équipe et Otis Toole et Gérard Schaeffer. Voilà. Donc, elle rencontre pour la première fois un certain individu, Stéphane Bourgoin, on va l'appeler, hein, parce que voilà, on va pas tourner autour du pot. Oui, Stéphane non, quel joli pot en plus. Voilà. Et elle rencontre aussi le reste de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, enfin pour cette émission de télé, c'est que Bourgoin, il était uniquement là pour, comment dirais-je, aider la réalisatrice à... oui, à formaliser les interviews, en fait. À formaliser les interviews. Mais c'est pas lui qui posait les interviews. Lui, il est posé au tueur, évidemment, mais elle avait écrit des questions. Oui. Le problème, c'est que lui, c'est ça, c'est ce que je. Posé ses questions. Ses questions voilà, à lui et ouais, tout à fait. Il y avait visiblement, il y avait une ligne éditoriale qui était plus journalistique, plus France 3, et lui, il les a enfilés. Voilà. Ça qui est énorme, c'est que dès le départ, il était à Disneyland. C'est un fanboy à la base. Voilà, c'est un fanboy. Il est dans sa petite librairie obscure Square Montolon. Il se fait chier dans la vie et on vient le chercher pour lui dire ouais, tu vas interviewer Otis Toole, tu vas interviewer plein de tueurs en série aux États-Unis. Le mec, dénu, quoi, parce que lui, c'était sa passion. Il se retrouve devant ces 3 personnages, donc Kemper, Otis Toole et Schaeffer. Lui, au final, il ne le garde pas dans le montage. On ne voit même pas dans le reportage final. Moi, j'ai eu la chance, si on peut dire, de l'avoir vu le jour même de sa diffusion. C'était en 93, je crois. D'accord. Moi, j'ai vu les rediffs, mais oui, j'ai... D'accord. Ah, non, c'était passé sur FR3, je me souviens, je me dis, tiens, putain, un truc sur les tueurs en série. Et il n'y avait même pas, j'ai même pas cheaté, alors que le mec, je l'avais déjà vu. Ça, oui, c'est ce que tu dis dans le bouquin. Voilà. Bon, après, je reviendrai là-dessus, pourquoi je suis allé dans sa boutique, mais je l'avais déjà vu dans sa boutique, et je n'avais même pas fait le lien entre le reportage et lui. C'est pour te dire qu'il n'était pas du tout mis en avant dans le reportage. Pour revenir à son moment même. C'était le point de départ. Elle a servi donc de lien entre lui et les interviewés. Disons qu'au fil des années, lui cassait pas mal dessus sur son nom dans toutes les interviews qu'il faisait à l'époque, dans les années 90, début 2000. Il a traité de groupie, d'amoureuse de tueurs en série, etc., etc. Vraiment, il la rabaissait à chaque fois. Moi,
je voyais les interviews, sachant pertinemment que c'est elle qui avait quand même facilité l'approche, tu veux, et qu'il avait quand même mis les pieds sur l'étrier, donc je trouvais ça assez fort. Il disait rien. Et puis, au bout d'un moment, Sandra me contacte, moi, pour que j'ai lu son bouquin qui True Vampire, c'est un livre sur les cultures vampires. Oui, ok. J'ai fait la couverture, etc., etc. Donc, à cette époque, j'étais à la centrale de Poissy. Ok, donc elle m'envoie pour des faits, etc., que vous connaissez. Elle m'envoie ses courriers, au fil des courriers, on se lie d'amitié, etc., etc. Elle m'envoie des pavés, 5 ou 6 lettres, 5 ou 6 pages, tapées à la machine, super serrées, etc. Et elle me dit, tiens, au fait, je connais ce type, bourgoin, etc., qui a dit qu'il... Alors, c'était comment qu'il avait dit exactement dans la lettre, il disait qu'il allait ouvrir des cold cases ou un truc comme ça, tu vois. Ah, ok, oui, ok, ouais, je vois. Oui, c'est Metal Chemist. Super. Étonné, tu vois. Moi, je suis en train de purger ma peine de prison. C'est quoi ces conneries? Donc, tu sais, je me dis, c'est trop pour qui, lui, tu vois, c'est Colombo, quoi. Donc, ça me fait rire. Parce que, tu vois, je sais que j'ai rien à me reprocher, je sais que j'ai pas de cold case à me reprocher. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il y a un mec comme ça qui commence à avoir de l'ampleur dans les dégâts. Dans les médias, ouais, qui est mis en avant. Les médias peut former des dommages collatéraux, c'est-à-dire. Je précise, quand tu as dit qu'il voulait rouvrir des cold cases, qu'il voulait rouvrir des cold cases sur toi. Oui, voilà. Ouais, c'est parce que, comme tu l'avais pas précisé, je le précise pour les, pour les abonnés, il voulait rouvrir des cold cases sur Nico à l'époque. Ah oui, surtout aussi. C'est hallucinant, il disait qu'il avait des contacts à la gendarmerie et qu'ils allaient les persuader de me surveiller tout particulièrement. Et tout ça, il le disait à Sandra. Donc, déjà, il cassait, alors que j'avais pas d'interaction avec lui, tu vois. Voilà. Et pourquoi en avoir, d'ailleurs? Pourquoi en avoir? Ça, c'était fin 90, on va dire. Et donc, j'expliquais à Sandra, voilà, ce mec-là, dans les interviews qu'il fait en France, ta gueule, quoi, tu vois, je lui explique, machin. Le mec, il dit que t'es une groupie, machin. Et je me souviens même avoir m'était arrangé pour lui envoyer des photocopies d'articles où il a traité de groupie, etc., pour lui montrer il y avait un problème. Que son pote, c'est pas son pote, quoi, tu vois. Donc, il y avait toute cette histoire, cette espèce de rancœur par personne interposée entre lui et moi. Au fil des années, ça fait boule de neige. Il n'arrêtait pas de raconter à des gens qu'il faisait surveiller par ses potes gendarmes. Tout ça, je le raconte dans le bouquin. C'est la deuxième partie du bouquin où je ne l'ai pas précisé. C'est ça. C'est une deuxième partie du bouquin où je retrace mon historique, si tu veux, avec le personnage. Il n'y a jamais eu de trucs vraiment violents, mais on va dire que j'ai toujours, plus ou moins, au fil des années, entendu parler de lui par une tierce personne qui disait « Oh, au fait, lui, il a dit ça, machin. » Donc, je sais qu'il était... parce que c'est un milieu fermé, le true crime. On se connaît tous, surtout quand tu es dans le milieu de l'édition. Donc, forcément, il y a des échos qui me revenaient. Des gens qui le côtoyaient, etc., qui me racontaient « Ah, au fait, il dit ceci sur toi, etc. etc. » Et je l'avais toujours royalement ignoré, tu vois. Et je le voyais monter en puissance avec ses histoires. Il racontait, ouais, ma femme s'est fait massacrer, torturer. Devant mes yeux, hein, il l'a vu de ses yeux vus, elle était à moitié. Et entre. Je savais que c'était des conneries dès le départ, tu vois. Entre New York et Los Angeles, en plus, elle a été vraiment éparpillée loin. Hein. Et surtout qu'au début, il racontait pas du tout ça dans ses interviews. Je sais. C'est ça qui est intéressant. Il racontait pas du tout l'histoire. C'était censé être son histoire fondatrice. Bref, donc. Les années passent. Et courant 2019, je suis contacté par des personnes du collectif 4e œil. Il ne s'appelle pas 4e œil encore à l'époque. Il me dit que je fais partie d'un groupe qui enquêtons sur
sur Bourgoin et surtout les histoires qu'il raconte. Il en raconte quelques-unes sur toi. Et j'aimerais que tu me les confirmes ou pas. Alors, je lui dis, bah, c'est quoi qu'il raconte? Je sais pas quoi. Et il me dit, ouais, il y a une des personnes qui fait partie de. Comment? Du collectif qui est allé à une de ces conférences et il dit dans une des conférences, oui, il y a alors sans me citer mon nom, mais bon, tu fais oui, bah, oui. Il y a un ancien détenu qui me suit partout dans mes conférences. Il est peut-être là parmi vous dans la salle. Il est déjà venu dans ma boutique avec une machette. Il veut me couper la tête, etc. Des trucs, mais n'importe quoi. Tu vois. N'importe quoi. C'est bien parce qu'il est toujours dans la demi-mesure. C'est ça qui est sympa avec lui. Voilà, dans la demi-mesure. Dans la demi-mesure. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrête de parler en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, le mec, il me fait, ouais, est-ce que tu connais Sandra London? On est mal humoré. Et là, je me dis, ok, je vais faciliter les liens si ça peut les aider à avancer dans le blocage. Je leur dis, écoute, je vais faciliter le lien entre vous et certaines personnes. Et je vais te donner mes éléments de réflexion par rapport à ça, par rapport à ce que je vois de l'extérieur. Et c'est toute l'histoire de la progression. Et le problème de Bourgain par rapport à moi, c'est qu'on a les mêmes sources. C'est-à-dire, tu vois, derrière moi, j'ai une bibliothèque, c'est ce qu'on appelle des true crime books. Oui, ok, ouais. J'ai acheté ça dans les années 90. C'est ça, ouais, c'est ce que tu dis aussi dans le livre, t'en parles. Et, voilà, je parle dans le livre, et ça, c'est. Et pour que le public comprenne bien, Bourgoin, c'est construit avec ça. Ça vient de ça. Des livres qui n'étaient pas publiés en France à l'époque, qui étaient publiés qu'aux États-Unis et dans un certain milieu, etc. Et lui, il les avait dans sa boutique. Il en avait quelques-uns. Il avait un rayon qui n'était pas fantastique, mais qui avait une dizaine de true crime books. Et à la base, c'est pour ça que je suis allé dans sa boutique, parce que je fréquentais une boutique du Square Monton, tenue par Norbert Moutier. Norbert Moutier, c'est un dinosaure du Fandina. Il avait un fanzine de films d'horreur dans les années 80, etc., super populaire. Il a écrit plusieurs bouquins de la collection Gore, etc. Et il tenait cette petite boutique de vidéos où tu pouvais louer des vidéos de films d'horreur, etc., des trucs ultra rares, des trucs italiens des années 70, tu vois, des Gialli, enfin, tu trouvais tout dans ça. C'était de la VHS, évidemment, c'était de la cassette. Et au fur et à mesure, vu que j'étais passionné de films d'horreur, je m'étais lié d'amitié avec ce mec, là, Norbert Moutier, le vendeur. Et je lui parlais de temps en temps de films, s'il connaissait des films qui étaient inspirés par des histoires vraies, des tueurs en série, etc. Il me disait, il faudrait que tu passes à la boutique du Troisième œil, qui est juste en face. Et puis il me montre la boutique, je n'étais jamais passé devant. Et il me fait, ouais, il est spécialisé polar, mais il a un rayon. Le terme true crime n'existait pas en France, évidemment. Mais il me disait, oui, histoire criminelle, c'est ça, c'est comme Bellemare. Histoire criminelle, voilà. Exactement. Voilà. Et tu pourras y jeter un œil. Donc j'y vais. Là, je te parle, j'avais 21 ans. Oui, c'est ça, c'était en 90, ouais. 91, 92, ouais. Avant qu'il fasse son reportage. Ouais. J'y vais. Là, le mec, je l'explique dans le bouquin, premier contact, mais super désagréable. Le mec, il lève même pas la tête pour dire bonjour ni rien. Et il me regarde comme si j'étais un voleur, tu vois, bref. Je regarde vite fait son rayon, j'essaie même pas de discuter avec lui. Je regarde et je voyais son regard avec insistance parce que je regardais rien d'autre. Je regardais pas les polars, ça m'intéresse pas les polars. Personnellement, c'est pas ma cam. Ce que je regardais, c'était le rayon True Crime pour voir s'il y avait 2-3 bouquins qui pouvaient être intéressants. Je me souviens même pas en avoir acheté un. Je pense que j'avais déjà tous. Il faut dire qu'à l'époque, en True Crime, je me fournissais à la boutique W.H. Smith à Paris. C'est une boutique anglaise qui est Tuileries. Et eux, ils avaient un rayon True Crime conséquent, c'est-à-dire toute une bibliothèque, tu vois. Okay. Déjà à l'époque, fin 90, parce que voilà, les Anglais adorent le True Crime depuis les années 80. C'est un truc, voilà. Nous, on a attendu 30 ans pour que ça démarre ici en France.
Mais en Angleterre, les true crime, ça existe, c'est d'institution, si tu veux. Et c'est là que je me procurais tous mes true crime. Et donc, ce format poche, à chaque fois, je vous montre un peu ce que c'est. L'histoire est résumée. Généralement, c'est écrit par des journalistes proches de l'enquête. Il y a toujours un petit encart photo au milieu, avec des photos, soit du dossier. Mais moi, c'est une collection qui me fait beaucoup penser à la collection J'ai lu Mystère qu'il y avait en France dans les années 70-80. Ouais, voilà. Ouais, qui, exactement. Dont certains aussi. J'ai lu à essayer de faire ça début 90, non, fin 90. J'ai lu, ils ont sorti un truc sur Dahmer et un truc sur, je crois qu'ils ont sorti le Grey Smith sur le Zodiac, si je me souviens bien, et peut-être un truc sur Manson. Bref, c'était collection. Ouais. J'ai lu, voilà quoi. Je ne sais même pas s'ils reproduisaient les photos, je me souviens plus. J'en avais, mais je les ai bazardés. Il y a eu des tentatives en France, en 90, etc. Ça n'a jamais vraiment décollé. Mais si je vous parle de tout ça, c'est pour vous expliquer que tout Bourgoin, en fait, c'est basé là-dessus. En fait. Au point que, non seulement c'est basé là-dessus, c'est de la traduction. C'est ça, ouais. De la traduction, citation. De la traduction. Ah, c'est ça qu'on lui reproche au vilain personnage, c'est qui traduit sans acheter les droits. Et c'est très, très vilain. Pas bien. Bah, c'est l'ère pré-internet, c'est la fête du slip voilà, traduire un livre, des passages d'un livre en entier, au mot près, des fois 50% du livre, ça s'est vu. S'attribuer la paternité du livre. Et pire, s'attribuer la paternité des interviews, parce que c'est ça en plus. C'est-à-dire qu'il y a certains, la première édition de son livre, là, Mes entretiens avec les tueurs. Ah non, l'enquête. Tueur en série, enquête sur déviance. Enquête sur déviance, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Il y a tout un gros chapitre. Alors ça, c'est la première édition, je n'ai pas lu les autres. Gros chapitre sur Shawcross. Tu lis le truc. Je l'ai fait, parce que j'avais le sur Shawcross, je l'ai derrière moi en plus. Il dit, ouais, je suis allé voir Shawcross en prison, blablabla. Je l'ai interviewé. Et là, tu as l'entrevue. Repompé mot par mot du bouquin que j'ai sur Shawcross qui est sorti fin années 90, tu vois. Fin années 80. Début années 90, pardon. Bref, ça te montre que le mec, en fait, s'attribue la paternité de trucs qu'il a fait dès le départ, dès les années 90. Oui, c'est le premier bouquin, le premier, oui, et puis, oui, bien sûr. Donc, et je l'explique dans mon livre, on voit la mise en place d'un système comme ça. Le mec s'en tire une fois, son bouquin devient un best-seller. Putain, le mec il va se dire, putain, mais là, je suis sur une mine d'or. J'ai tous mes bouquins dans ma librairie, là. J'ai une mine d'or derrière moi. Il suffit que j'y traduise. Je prends un tel passage. Hop, je suis allé à la prison de Vacaville pour interviewer un tel. Hop, je suis allé, machin. Invérifiable, de toute façon, quel couillon va vérifier. C'est tous des couillons. Ils parlent même pas anglais. C'est ça, mais on y va avec du feu. Comme je te dis, c'est l'ère pré-internet, donc les gens, à part ceux qui sont anglophones et qui peuvent avoir accès à ces bouquins, personne. Et puis la portion infinitésimale des Français qui s'intéressaient à ça n'avaient jamais lu de livre en anglais ou en allemand. Oui, ils ne savaient pas que ça existait. Tu vois. Et puis, et donc, ils pouvaient se permettre à peu près tout. Et tu as raison, Viola, en plus. Viola dit que c'est malgré tout grâce à ça qu'elle a découvert le true crime. Mais je pense qu'il y a énormément de gens, à l'époque, quand je rentrais en France, je voyais des gens qui achetaient mes mangas d'horreur et tout, quand j'allais dans les festivals, qui achetaient du true crime. Et c'est là où j'ai entendu parler de Bourgoin pour la première fois. C'était à la milieu des années 90, où il allait de temps en temps sur des festoches horreur, fantasy et tout ça, pour signer ses bouquins, où il y avait toutes les kikou-jap, machin lol, là, qui achetaient des mangas d'horreur et qui allaient se faire dédicacer des trucs par Bourgoin.
Et effectivement, il a commencé à grignoter un peu de public, mais il a quand même amené pas mal de monde, mine de rien, comme Pierre Bellemare, envers qui je partage son analyse aussi par rapport à la véracité de ces histoires. Moi, je le lisais quand j'étais gamin aussi. C'est les livres des toilettes, tu sais, Pierre Bellemare. C'est toujours ce qui était posé. Ouais. C'est une histoire, faisait 20 pages à peu près. Et je lui ai aidé, tu sais que je l'ai croisé 2 fois, Pierre Bellemare, parce qu'il a perdu pas du tout. Il a fini sa vie à Périgueux, donc pas très loin de là où j'habite. Et je sais qu'une fois, j'étais venu pour les fêtes avec femme et enfants, et je l'avais croisé dans l'artère principale. Alors je l'avais salué bien bas, un grand mec avec les cheveux tout blancs, espèce de stature assez impressionnant. Et il était très différent de Bourgoin. Hein. Je veux dire, Bellemare, quand tu le croisais, il avait un certain impact sur toi. Il devait faire 1m90 à peu près. Bourgoin, moi, quand je l'ai croisé à l'époque où il était chez Ring, enfin, je l'ai vu de loin, hein, mais ce que j'en ai vu, c'était pas très reluisant, on va dire. C'est pas la même stature, quoi. Non, alors, voilà, c'est ce qui compte pour lui. Hein. C'est si dès le départ, il avait, voilà, son drame à lui, parce que moi, personnellement, tout le monde me dit, ouais, est-ce que tu en veux de ce mec-là? Non, j'ai absolument aucun ressentiment envers lui. Et pas de pitié non plus, parce que voilà, le mec, quand même, bien profité hein, de tout ça. Donc, il n'y a pas de pitié non plus à avoir. Mais je me dis, c'est l'exemple parfait de ce que ça donne quand ton ego est démesuré, en fait, et que tu n'arrives plus à te contrôler. C'est-à-dire que tu as 3 interviews qui te placent en tant que référent dans les médias sur le sujet. Au lieu de dire, voilà, grâce à ces interviews, ça m'a ouvert les portes de plein d'émissions de télévision qui, eux, avaient le budget et les moyens de faire d'autres interviews, etc. Et grâce à ça, j'ai assis ma crédibilité en tant qu'intervieweur, etc. Non, il a fallu qu'il invente une histoire abracadabrante. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi il a fallu qu'il invente cette histoire? À ton avis, pourquoi le mec, tout ce qu'il avait à faire, c'était de dire, voilà, les tueurs en série, ça me fascine depuis longtemps, j'en connais pas mal sur le sujet, j'ai beaucoup de livres sur le sujet, je connais certaines affaires par cœur. Pourquoi au lieu de dire tout simplement la vérité, de dire que voilà, je me suis construit une culture par rapport à ça, il a fallu qu'il s'invente une excuse. Mais Et là, la réponse, elle est intéressante. Tu vas voir. Vas-y. Non, mais vas-y. Je te pose la question. Pour moi, c'est une question de morale. Je pense qu'il voulait pas passer, ce que dit lui, il voulait pas passer pour une groupie, il voulait pas passer pour un mec immoral ou amoral, et donc se fermer les portes des plateaux télé, de la radio, des éditeurs, etc. Pour la même raison que certains chroniqueurs, certains rédacteurs, certains vidéastes, certains auteurs, etc., qui ont fait des bêtises par le passé, des petites bêtises ou des grosses bêtises, se voient fermer la porte des plateaux. Et il s'est placé d'un point de vue moral, parce que quand tu l'entends pendant les 20 ans durant lesquels il a exercé son ministère, là, il est toujours empreint de morale. Et quand il s'est fait choper avec, on va dire, les doigts, pour rester poli, dans le pot de confiture, avec ses t-shirts de chez la concurrence, là, que je ne nommerai pas, il a nié en bloc en disant non, c'est un cadeau, mais je le portais pas, je le porte pour dénoncer l'affaire de Glénat, enfin tous ces trucs-là. Moi, je pense que c'est vraiment pour ça. Et je vais juste parler 5 minutes, on en reparlera tout à l'heure, de la deuxième vidéo Mind Liar là, de Clément, où à la fin il téléphone à Bourgoin, où il arrive à lui faire avouer qu'il a pipoté, mais il s'accroche quand même à des mensonges, parce que ça lui arracherait l'âme chrétienne qu'il a chevillée au corps, de dire que c'est un fanboy,
qu'il est hybristophile, qu'il est tout ce que tu veux. Et quand même, il garde son petit mensonge de la copine, mais dont il ne veut pas donner l'identité. C'est pas Machine, c'est pas Eileen, c'est pas. Mais il veut. Voilà, c'est le dernier mensonge, comme dit Clément à la fin. Son dernier mensonge, c'est que il ne démordra pas du fait que c'est pas un fanboy. C'est parce qu'il a été traumatisé, une expérience traumatisante, et que bah voilà. Enfin bon, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour moi, c'est l'unique explication. C'est tout. Il y a. Justement, on touche au fond du problème, en fait. C'est le problème de la morale. Et là, ça nous renvoie au lecteur, en fait. Tu réfléchis bien. Le lecteur, il lit du true crime. Pourquoi? Pour s'instruire, pour en savoir plus sur les tueurs en série, leur psychologie, etc., etc. Parce qu'ils veulent devenir profiler, ou pour se divertir. Et là, on arrive sur comment, pour moi, et le fond de l'affaire Bourgoin, c'est comment faire passer du divertissement par une pirouette scénaristique, par une quête rédemptrice, moralisatrice, etc. Catharsis. D'une catharsis, voilà, exactement. C'est-à-dire que, et quand il est arrivé trop tôt, en fait, avec ses interviews. C'est-à-dire, s'il était arrivé 20 ans plus tard avec ses interviews, c'était la star de YouTube. Oui, le public l'aurait pris différemment. C'est un peu comme ce mec là qui fait l'espèce de médecin légiste là qui fait tous ces trucs. Oui, qui a fait Guillaume Play, tout ça, le Belge. Ouais, le Belge. Bon, moi, je connais pas bien le truc, tu vois, mais. Ma fille adore, elle regarde tout. Mal, ouais. Il paraît qu'il se contredit pas mal dans ses histoires. Ouais, il est allé 3 fois, 3 fois, je crois, chez Guillaume Play. Ma fille aime bien ces trucs, elle a même acheté son bouquin. Elle l'a écouté, j'ai écouté avec elle et il y a 2 histoires, la même histoire. Je dis tiens, est-ce qu'il nous ferait pas une Bourgoin? Il y a 2 machins qui sont un peu bizarres. Il y a des choses qui se disent, tu vois. Il y a des couloirs là aussi. Mais bon, on va pas se focaliser là-dessus. Mais c'est pour te dire que voilà, il a rien. Il y a une époque où fin années 80, enfin début années 90 plutôt, true crime, synonyme de paria. C'est-à-dire, tu t'intéresses au meurtre de Jeffrey Dahmer, t'es un paria. T'es un paria. Si t'en parles à une soirée autour de toi, les mecs ils te regardent comme ça. Pourquoi ils parlent, c'est dégueulasse, tu vois. À la limite, ils préfèrent que tu leur parles du petit Grégory, parce que ça leur parle, tu vois. Mais tueur en série, ça passe pas du tout. Dans la France des années 90, ça passe pas. Par contre, si on commence à en parler, à cause de Francis Saul, à cause de tous ces mecs-là qui sont apparus. Les Fourniret et compagnie, qui sont arrivés. Interpellés, etc. Donc forcément, les médias étaient obligés d'en parler. Et on sait y avoir des documentaires, etc. Il commence à avoir un public qui se forme, un prototype de public. Mais la France, à la base, c'est pas un public réceptif au macabre. Il faut le savoir, ça n'a jamais été un public réceptif au macabre. Et je te dis, ça, en tant que gamin des années 80, ayant été dans des lycées, etc., où tout le monde te regardait avec des yeux comme ça, si t'écoutais de la musique un peu satanique et tu regardais des films d'horreur, tu vois. J'ai connu. Terrifier 3, tous les... Ah, mais ma fille l'a vu, elle est au lycée, elle l'a vu, et toutes ses copines l'ont vu, et ils ont tous eu une période... non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu une période en France où on s'intéressait au macabre au 19e siècle, avec les journaux, les feuilletons Grand Guignol dans les journaux, les spectacles Grand Guignol, les exécutions publiques. Il y a eu un énorme intérêt pour tout ça, mais ensuite... l'enfer, etc., etc. Tout à fait. Mais disons que dans la France des années 80, 70, 80, etc., c'est forcément du vice, tu vois, s'intéresser à des histoires de meurtre. Ça cache forcément un truc vicieux. Le mec, il arrive avec ses 3 interviews, forcément, et j'en parle dans mon bouquin, il y a eu un interview qu'il a fait pour Nulle part ailleurs. Là, tu l'as vu se démonter, littéralement, parce qu'il y a
et chroniqueuse qui lui a demandé pourquoi vous vous intéressez autant aux tueurs en série. Et là, le mec, il a bafouillé. Bon, tu vois comment il bafouille. Mais Oui. il a vraiment bafouillé pendant 1 minute. Et impossible de comprendre sa réponse, tu vois. Donc, ils sont passés à autre chose. Il n'y avait pas encore Ellie, ça n'existait pas encore tout ça. Pour moi, c'est très révélateur du personnage, en fait. Le personnage, il arrive, il se dit, il est propulsé sous les spotlights, il se dit, voilà, j'ai un bouquin à vendre, j'ai envie de faire carrière là-dedans, j'ai envie d'en interviewer d'autres. Mais il faut, voilà, je me trouve une raison d'être, on va dire, un truc qui va interpeller les chaumières, pleurer les chaumières, faire pleurer les chaumières et vendre du livre. Et donc, ce personnage, la fameuse Éline, elle vient de là, en fait, de ce besoin de se justifier moralement, éthiquement et surtout socialement, parce que c'est ça à la base. Socialement, il a dû se sentir comme un paria par rapport à tous ses potes journalistes qui le traitaient pourquoi t'écris pas sur le foot, ou tu vois ce que je veux dire? Non, pourquoi t'écris sur des trucs aussi dégueulasses et machin. Et il s'est parlé derrière son dos, tu vois. C'est ça, il s'est trouvé la carte, la carte contre. Voilà, comme alors j'oublie toujours son nom, cet Américain qui a fait aussi de la télévision après, dont le fils avait été assassiné. Walsh. Oui. Le père, c'est, je sais plus comment il s'appelle, Walsh, il s'appelle. Oui, Walsh, c'est ça. Le gamin s'appelle Adam Walsh. Ouais. Voilà, mais lui qui était véritablement un parent de victime et qui a passé ensuite sa vie à se consacrer à ça, mais je pense qu'il y a effectivement peut-être même de l'envie chez Bourgoin de se dire ah, ils ont du bol quand même, les mecs, on leur a trucidé leur gamin ou leur papa ou leur cousine. Ah, disons, si ça m'était arrivé, vous imaginez comme ça me donnerait de l'important. Je pense qu'il l'a dû. Je n'irai pas jusqu'à là, je pense que simplement de sa part, c'est un truc de survie, un moteur de survie. De se dire, ouais, à force de questions, ma carrière, elle va arriver à une impasse. Il faut que je trouve une raison, il faut que je trouve un truc. Et là, ça a dû gamberger, tu vois. Il a passé des nuits blanches à dire, qu'est-ce qu'il faut que je trouve, tu vois. Et là, alors je dis pas éclair de génie parce que c'est pas du génie non plus. C'est facilement vérifiable. Ouais, oui, c'est ça, c'est de l'opportunisme, c'est de la survie, c'est un éclair de survie surtout que je pense qu'il a dû. De survie. Et là, il a monté, on trouve une première trace un peu structurée dans le Parisien. Et s'il y a, je suis désolé, mais s'il y a une responsabilité morale dans toute cette histoire lamentable, elle revient au journaliste du Parisien qui a gobé cette histoire sans faire de vérification. Je ne vais pas la citer parce que voilà, mais c'est une journaliste qui fait carrière dans le true crime maintenant. Et elle a reçu Bourgoin, elle a écouté et elle a reporté noir sur blanc ce que lui lui a raconté de son drame personnel, sans jamais essayer de chercher à savoir si c'était vrai ou pas. Donc là, on trouve le péché originel chez moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un mec qui se retrouve propulsé, catapulté de sa sinistre librairie, il se retrouve sous les spotlights. Donc il essaie voilà, par instinct de survie, de trouver une excuse. Mais tu as quand même des journalistes avec carte de presse, etc., dont c'est le travail et qui ont été formés pour ça, à vérifier leurs sources quand même. Ils auraient dû tous faire le travail qu'a fait Quatrième Orifice, hein, comme tu dis, c'est-à-dire juste appeler les gens dont ils parlent. Allô, Madame Pistorius, c'est vrai que c'est pas compliqué finalement d'appeler des gens pour savoir si t'as... Et personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait parce que c'est un peu méchant. C'est-à-dire qu'il a un éditeur historique, ce personnage, d'accord, qui a publié quand même 3/4 de ses bouquins, et qui l'a soutenu avec attaché de presse, etc., pendant des années. C'est-à-dire qu'il lui a dégoté des interviews sur TF1, sur ceci, sur cela, fait ce boulot-là. Attaché de presse, normalement, tu
tu vérifies, enfin, tu te soucies un peu de ce que raconte ton écrivain à l'antenne, tu vois. Tu essaies de voir s'il ne raconte pas trop de conneries, parce que c'est l'image de la maison mère qui en pâtit. Et la maison mère, dans ce cas-là, c'est un très, très gros groupe de presse, voilà, qui a des ramifications partout dans les médias. Donc, lui, il raconte ses conneries, personne ne vérifie, et tout le monde se dit, bah, s'il est publié chez machin, ça veut dire que c'est vrai, tu vois. Et c'est le fait qu'il ait été publié chez cet éditeur historique qui lui donnait une crédibilité. Et les copains journalistes, ils n'avaient pas envie de se fâcher avec cette maison d'édition, parce que voilà, c'est les retours de bâton. Tu vois. Donc, c'est ça qu'il y a derrière. Ce qu'il faut comprendre, hein, 30 ans d'imposture comme ça ne se bâtit pas sur de l'argile. Donc, il y a des gens solides derrière. Oui, mais il y a eu un système bourgoin aussi. Il y a eu un système médiatique bourgoin voilà. où tout le monde a... Les gens qui étaient au courant. Bien sûr, mais moi j'ai souvenir, il y a des années, hein, au début, quand j'ai commencé à travailler sur la chaîne, je communiquais avec des auteurs de sharing et avec David de temps en temps, que j'avais connu quelques années auparavant. Voilà, je t'en avais parlé, et effectivement, quand Bourgoin est arrivé dans l'écurie, dans la team, c'était compliqué quand même. Au-delà de la répulsion physique qui pouvait inspirer aux auteurs présents, et surtout aux hôtesses du bar, là, quand ils ont ouvert leur bar à Paris, parce que visiblement, il avait d'autres défauts, on va dire, que le plagiat et la mythomanie. Moi aussi, pour l'écriture. Alors, ça, c'est un aparté, je te laisse poursuivre après. Quand j'ai écrit le bouquin, je voulais uniquement, bon, à part la partie Ali Boubourg qui est grotesque, c'est un personnage grotesque, donc il y a des trucs un peu intimes dedans, mais pour la partie, on va dire, plus journalistique, j'ai entendu énormément de choses, mais dégueulasses sur lui. Jamais je m'en suis servi pour mon bouquin. Ça, c'est un truc, j'ai été clair, c'est pas le personnage privé dont on se fout oui, la gueule, bien sûr, oui, non, mais c'est le personnage public, tu vois, c'est le personnage public. Le privé, il fait ce qu'il veut en privé, rien à foutre, tu vois, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut se comporter comme ceci ou cela avec certaines personnes, rien à foutre, tu vois. Mais voilà, c'est important pour moi de préciser, quatrième œil, ils ont eu énormément de retours de gens qui connaissaient ce mec-là, qui l'ont côtoyé, qui leur ont donné plein d'infos, pas très agréables, et ils s'en ont, eux non plus, jamais servi contre lui. Ils n'ont jamais rapporté les ragots, si tu veux. Ça, c'est important de le dire. Et ça s'est jamais fait de n'importe quel côté, parce que je sais que certains de ces éditeurs avaient vraiment des gros dossiers sur lui, de mœurs et compagnie, rien n'est sorti. Oui. Et je sais que certains, Quatrième œil, et certainement Clément aussi, enfin tous ceux qui ont... À un moment donné, tu tombes sur un truc. Il suffisait de lire ses échanges avec ses fans sur Instagram et sur Facebook pour comprendre qu'il y avait un truc qui collait pas, quoi. Il y avait autre chose. Il y a un truc, mais comme je te dis, c'est du ressort de la vie privée. Voilà, non, mais c'est tout à fait. C'est pas sa vie, c'est son œuvre. Voilà, c'est son parcours professionnel, on va dire. Et ce que ça révèle sur son lectorat aussi. Et donc, quand je commençais à entendre, je connais sa réputation, c'est It Rings a Bell, tu vois, c'est quelle réputation, vas-y, développe. Et non, mais on sait très bien que c'est du pipeau, qui lit 3 articles vite fait, qui les traduit. Et puis là, ça a commencé. Et effectivement, quand les premières vidéos de Quatrième œil sont arrivées, je dis, oui, en fait, c'est tout ce que tout le monde raconte depuis des années. Et quand tu te replonges dessus, en plus, le pire, et ils ont vraiment raison dans une partie de leur vidéo, il suffit de lire tous ces livres pour le démasquer, en fait. C'est pas très compliqué. Oui. Puisque tu as souvent la même histoire, parce qu'il se répète quand même, hein, il en a repris des chapitres et des chapitres d'un bouquin à l'autre,
bah, il change, il y a des petits détails qui changent, et puis il y a le nombre de fois qu'il a rencontré la personne qui change, le nombre de pages de dossier qu'il a qui change, le nombre d'heures d'interview qui change, et petit à petit, comme ça, tu peux te gourer, ça peut arriver de se gourer, tu peux arriver, mais... Je vais revenir sur la vidéo de Clément. De Clément Fraise. Fraise, ouais. Je l'ai vu la semaine dernière. Donc, bon, pendant 1 heure à peu près, l'enjeu, c'est de retrouver... Ah oui, la fille. Où tu vois, bon, là, c'est une fille, etc. Et dans un interview, il avait dit, oui, c'est elle, Hélène, c'est Ellie, c'est elle qui est morte. D'ailleurs, c'est pas très fin, Ellie Wuornos. Personne n'avait fait un rapprochement encore. Bref. Ouais, Eileen, c'est elle qui a été tuée, etc. Donc, Clément voulait à tout prix retrouver la fameuse Eileen. Alors qu'il avait déjà dit dans d'autres interviews que non, j'ai menti, c'est pas elle sur la photo, tu vois. Je ne comprenais pas trop pourquoi il donnait ça. C'est que ça a permis quand même d'aboutir à quelque chose qui est très intéressant. Si je t'ai montré ce true crime, en fait, c'est pas innocent. C'est Blind Fury. C'est connu sur Gérard Stano. Gérard Stano, donc, si tu te souviens de l'interview de Paris Match qu'il a fait, notre ami, oui. Il disait que il était non, effectivement, il n'était pas marié avec une victime de tueur en série, mais il sortait avec une élève esthéticienne qui lui vendait ses charmes. Au début, oui, c'est vrai, ça. Alors, quand j'avais lu ça dans Paris Match, ça, c'est dans ma bibliothèque, hein, Stano, Suzanne Bicrest, hop, je prends mon bouquin, je le parcours, il n'y a absolument rien d'indiqué là-dedans qu'elle vendait ses charmes tu vois, pour arrondir ses fins de mois ou quoi. Ok, c'était une fille de, entre guillemets, très bonne famille. C'est dans le bouquin. Ils reviennent un peu sur son parcours. Il n'y a absolument rien qui indique que déjà qu'elle fréquentait un Français, mais bon, de toute façon, ça ne serait pas dans le bouquin. Mais surtout qu'elle avait une double vie, tu vois. Manque de peau pourquoi c'est que mes amis à l'époque, malheureusement il est décédé depuis, était journaliste en Floride à l'époque où Stano a été arrêté. Donc il a couvert le procès. Et il avait encore plein d'archives chez lui. Donc je lui avais envoyé un petit mail, je lui ai fait ouais, il y a un guignol en français qui dit qu'il fréquentait Suzanne Bicrest, alors que tu vois. Ça me semble étonnant qu'il ait rencontré cette fille-là et j'ai l'impression qu'en fait il a lu Blind Fury. Il a piqué un nom dedans. Et effectivement, il a fait des recherches de son côté et quelques jours après, il me renvoie un mail. Il fait ouais, effectivement, il n'y a absolument rien dans le dossier, enfin dans mon dossier que j'ai, qui indique déjà qu'elle ait fréquenté un Français et c'est surtout qu'elle était impliquée dans le milieu de la prostitution. Tu vois, elle avait rien à voir là-dedans, tu vois. Je me dis, putain, c'est quand même fort, quoi. Non seulement le mec continue à mentir, mais en plus, il salit la mémoire d'une meuf qui n'a rien demandé. Ouais, c'est quand même. Ouais, quel crapule, mais jusqu'où il va, quoi. Et je voyais dans les commentaires, là, les gens qui commentaient sur, que ce soit la page du 4e œil, etc., il y avait toujours des gens qui le défendaient, qui disaient, ouais, mais bon, peut-être que c'est vrai, cette histoire de là, il donne vraiment un nom, etc. Une bande d'abrutis, mais quelle bande d'abrutis! Vous continuez à croire à cette connerie. Et en plus, il se fout encore plus de votre gueule, parce que là, il prend vraiment une victime, une vraie victime, et il la salit. C'est honteux, c'est vraiment tomber, mais tu peux pas tomber plus bas, quoi, tu vois. Ça, c'est... Ouais, vas-y. C'était resté en suspens. Moi, ça m'était resté en travers de la gorge. J'en avais parlé à mes interlocuteurs du 4e œil. Ils voulaient enquêter dessus, ils voulaient faire un truc, ça s'est pas fait. Et cette histoire-là, elle m'était restée sur le cœur. J'étais content, franchement, en voyant le truc de Fraise, là, que le mec, il y allait au bluff en plus, Fraise. Hein, il avait. Oui, ce qu'il avait, c'était une photo, mais il fait, mais on sait que c'est encore une connerie, etc. Et
Le mec, il a craqué, il a fait: ah oui, effectivement, je me suis servi d'une vraie victime qui a existé. Mais mec, tu viens de le dire, en fait, Ah ouais, que ouais. tu as inventé une activité de prostituée à une meuf Qui s'est que tu fait n'as jamais trucider, rencontrée de ouais, qui ta est vie, une victime. qui s'est fait trucider. Elle a été retrouvée étranglée dans un lac, quand même, tu vois. Imagine les parents, mais imagine les parents de cette meuf-là. Ils doivent plus être vivants, mais peut-être une sœur, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui était proche d'elle, qui apprennent ça, qui apprennent qu'il y a un pauvre mec en France, un pauvre mec qui, pour vendre des bouquins, parce que c'est ça le fond du truc, ils font ces bouquins, pour vendre ses bouquins, il prétend que leur sœur ou voilà, leurs proches Ouais, faisait le faisaient tapin la pour main, payer. C'est ça, ouais, non, mais faisaient le tapin c'est pour horrible. payer ses études. Mais C'est ignoble. est-ce que ça t'étonne? Mais Alors, regarde ce qu'il a fait avec quand il a scénarisé les BD pour Glénat, enfin qu'il a été consultant parce qu'écrire un scénario c'est un vrai métier, qu'il a été consultant pour Glénat et qu'il a rapporté mot pour mot les témoignages qu'il avait soutirés aux familles, aux enfants et aux familles des victimes quand il s'était rapproché des associations. Faut vraiment pas avoir de race pour faire ça. Enfin, c'est la quintessence de son truc. Euh, Puis raconter les détails comme il les raconte, à chaque fois, tu sens qu'il y a une jouissance chez lui à raconter ça et à vouloir se projeter là-dessus. Il parle des plasticots sur le chiffre, Ouais, bah, etc. notamment. Mais c'est à ça que je pensais, tu vois, ces aventures sud-africaines, là, je pense que ça... Il les a inventés, ces détails. Il disait des trucs aussi sur Damin, je sais plus ce qu'il racontait, mais des trucs. C'est le climax de sa carrière. Mais il persiste parce qu'il a été réinvité par Guillaume Play dans Legend pour revenir sur sa première interview, parce il était passé 2 fois, je crois, chez Play. Ouais. Et tiens, les ballons. C'est un hommage à John Gacy. Il y a toujours cette espèce de non, je vais pas dire que j'ai menti, je vais pas le dire. C'est la seule fois où je l'ai vu enfin où je l'ai entendu du moins se fissurer, c'est dans la vidéo de Clément à la fin où vraiment où il marque ses silences et où il dit non, ça c'est pas vrai. Non, ça c'est avec sa voix chevrotant. Si tu regardes les commentaires, c'est ça qui est fascinant sur les commentaires de cette vidéo. Là, j'ai regardé un petit peu. Oh, il fait de la peine quand même. Peut-être mythomane à ce point-là. Il n'est pas mythomane. Faut arrêter avec votre mythomane. Non, il n'est pas mytho. Non, il est. Il ne croit pas à ce qu'il raconte. Bien sûr que non. Arrêtez. Il fait ça pour le fric. Il a toujours fait ça pour le fric. Il a toujours fait ça pour se bâtir une carrière. Et quand tout se fissure autour de lui, il n'a rien d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Il a ses droits d'auteur, tu vois. C'est tout ce qui lui reste. Ouais, parce que c'est. Il va les toucher bien. Bien sûr, il va continuer à les toucher. Il a juste perdu ses prestations dans les festivals parce que, bon, je pense qu'on l'invite beaucoup moins qu'avant. Il faut arrêter avec ces histoires de mythomane, Camille. Non, il y a pas de, il croit pas à ces histoires. Il les invente au fur et à mesure pour se sauver un peu les meubles, mais non, je pense pas qu'il y croit une seule seconde. Sinon, il aurait jamais avoué déjà. Un mythomane, il est tellement certain de ce qu'il vit et de ce qu'il dit qu'il va pas te dire que c'est faux, puisque lui pense que c'est vrai. Et là, pas du tout. C'est juste un opportuniste qui a essayé toutes les carrières. Une volonté, et on le dit pas assez. Voilà, et je le dis, pour moi, c'est une volonté de nuire. Et ça, je le dis franchement, c'est une volonté de nuire. Il a délibérément usurpé une pseudo-identité, d'accord, à des fins de carrière, d'accord, pour rester sous les projecteurs. Et il a usé de de quelque chose qui est flagrant chez le lectorat français, c'est le lectorat français n'est pas bilingue. Du moins, dans les années 90, il n'était pas bilingue, il ne parlait pas anglais. Il ne connaissait pas les sources. Il a utilisé cet avantage qu'il avait, parce que lui, il était bilingue. Tu vois, s'il faut lui donner quelque chose, même si on en aura, c'est pas encore ça,
Mais Oui, au moins il pouvait traduire, il lisait l'anglais, il le comprenait et il pouvait le parler. Et ça, c'était son pouvoir magique, le seul qu'il avait d'ailleurs. Son pouvoir magique, c'est-à-dire que sur son lectorat, il avait ce pouvoir-là, c'est que lui, il connaissait les sources et il savait pertinemment que son lectorat n'avait pas les sources parce que, oui, enfin pas encore, parce que l'autre génération, la génération qui arrive après, pouvait avoir les sources, tu vois. Déjà, ils se débrouillaient un peu mieux en anglais et ils savaient à peu près où aller pour voir que tel bouquin était copié, par exemple, sur The Coed Killer, bouquin sur les campeurs, ou Alone with the Devil, tous ces true crime books dont il a délibérément visé l'inspiration, on va dire. Même les bouquins de John Douglas, tu vois, il y a plein de trucs chez John Douglas que tu retrouves chez... Ah bah bien sûr, mais surtout dans ses interviews télé, parce que régulièrement quand il passait sur des plateaux, surtout vers la fin, juste avant la révélation, hein, il y allait avec les passages de Douglas quand même. Hein, plus ça allait, plus c'était la sulfateuse. Hein. Et alors quand la série tirée de ses bouquins est sortie, là c'était flagrant, parce que le grand public avait accès à cette série, parce que c'est vrai que les livres de Douglas n'étaient pas forcément lus par les gens... les spectateurs de Netflix et compagnie. Et là, tout à coup, des millions de gens avaient accès à ces bouquins à travers la série, et donc à des fameuses répliques.